On sera beaucoup moins dans l'humain que la précédente présentation. On va plus rentrer vraiment dans la technologie de l'électronique et ce qu'elle peut apporter aux entreprises. Donc, l'intervenant précédent l'a rappelé, l'entreprise, son but, c'est de faire de l'argent. Cependant, l'industrie, pour faire de l'argent, elle a besoin de deux choses. Elle a besoin à la fois de ressources métalliques, elle a besoin d'énergie, et elle a besoin de ressources humaines. Le tableau, il est relativement peu flatteur du point de vue des ressources métalliques. Et c'est là vraiment qu'on va rentrer dans la thématique du développement durable. Comment est-ce qu'on va réussir à faire du business? Comment est-ce qu'on va réussir à continuer à fabriquer les produits qu'on avait l'habitude de fabriquer en ayant de moins en moins de ressources métalliques? Donc le graphique qui est là est le graphique de rendement, de concentration dans une mine de cuivre. Cette mine de cuivre, au fil des années, vous voyez la concentration de cuivre par rapport, par rapport au poids de minerai qui va descendre, descendre, descendre. Donc il faut bien se dire que désormais, les bonnes années de l'industrie et les ressources métalliques abondantes sont d'ores et déjà derrière nous. Donc on est vraiment sur une problématique, c'est un petit peu l'éléphant dans la pièce, malheureusement personne ne l'a encore vraiment vu. Alors il faut savoir qu'il y a une double peine, puisque l'énergie, les ressources métalliques et les ressources humaines sont nécessaires pour faire du business, et que pour obtenir la même quantité de ressources métalliques, on va avoir besoin de plus d'énergie pour réussir à trier, raffiner les matériaux. Point de vue matière première énergétique, je pense que vous savez exactement ce qu'est ceci. Pour ceux qui n'ont pas deviné, c'est les pipelines Nord Stream 1 et 2 qui étaient pourvoyeurs d'une quantité d'énergie phénoménale. Alors, il faut savoir que la production énergétique française en termes d'électricité, c'est environ 500 TWh par an. Nord Stream 1 et 2, c'était entre 1 et 2 pétawattheures par an. Donc c'était environ 2 fois à 4 fois la quantité d'énergie électrique produite en France qui transitait par ces deux pipelines. Donc il faut bien se rendre compte que de gré ou de force, on va avoir besoin, pour continuer notre développement, de réduire la quantité d'énergie que l'on consomme, notamment dans l'industrie. Donc, ça nous amène à deux grosses tendances d'innovation. Alors d'innovation pourquoi D'innovation tout simplement pour continuer à pouvoir se développer. Donc c'est pour ça que je vais parler de développement durable. Donc c'est l'électrification et la digitalisation. Alors désolé, hein, c'est pas le terme exact, digitalisation. On parle de numérisation, mais le terme est bien rentré aussi en français. Et l'électrification, c'est les deux méga tendances qui vont être cruciales dans les prochaines années. Donc la première chose, c'est l'électrification de la mobilité. On avait des réticences il y a encore quelques années. Désormais, les réticences commencent à tomber. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que les ordres de grandeur de la conversion d'énergie, qui auparavant était de l'ordre du kilowatt, passent en dizaines, voire en centaines de kilowatts. On n'est plus sur un auxiliaire, l'électronique, pour faire tourner un moteur thermique. On est sur quelque chose qui est notre source d'énergie principale. Donc là où il y a quelques années, on avait des groupes clim qui faisaient 2, 3, 4, 5 kilowatts, on retrouve des moteurs qui font 200, 300 kilowatts. Donc là aussi, vous voyez, on a pris deux ordres de grandeur sur la thématique de la conversion d'énergie. Et qui dit conversion d'énergie pour passer d'une batterie à un moteur, dit aussi conversion d'énergie pour passer du réseau électrique à une batterie. Donc là, vous avez l'exemple d'une borne de charge. Vous avez le chiffre qui est écrit ici, jusqu'à 300 kilowatts. 300 kilowatts. Une seule borne de charge représente la consommation électrique moyenne d'une soixantaine de foyers. Donc là, on n'a pas vraiment le choix. L'électrification de la mobilité, elle est là pour durer. Et on va essayer de trouver les moyens pour le faire de manière efficace et de manière économe en ressources pour que ça puisse bénéficier au plus grand monde. Moins de gaz, vous l'avez vu, Nord Stream 1 et 2, et plus d'électrification aussi dans l'industrie. Là aujourd'hui, tous les produits que j'ai vus, on a des plastiques, on a des métaux, on a de l'électronique, tout ça, la matière première, c'est les ressources métalliques. L'énergie qu'il nous faut pour les transformer, c'est l'électricité. Je discutais il y a quelque temps avec une personne d'Air Liquide qui m'expliquait la quantité phénoménale d'énergie qui est nécessaire pour produire les gaz qui sont utilisés dans les différents process industriels. On ne se rend pas compte, le gaz n'est pas une matière première qui est dense. On a besoin de pomper des milliers et des milliers de mètres cubes d'air
pour produire quelques litres de gaz rare. Et ça nécessite des compresseurs, ça nécessite beaucoup d'énergie. Donc l'électrification de l'industrie, c'est aussi l'hydrogène, la production de l'hydrogène. C'est aussi l'utilisation de cet hydrogène, pile à combustible, combustion directe. On a énormément de processus qui actuellement étaient réalisés avec du gaz, la production de chaleur en étain, qui désormais vont être réalisés avec de l'électricité. Par exemple, le chauffage par induction en remplacement du brûlage direct du gaz. Donc là aussi, électrifier l'industrie, ce n'est possible et c'est souhaitable que si on arrive aussi à relocaliser l'industrie. Donc c'est doublement souhaitable pour nous, ça nous permet d'avoir accès à des produits et d'avoir accès aussi à de l'emploi. Relocaliser l'industrie, ça doit se faire en ayant une meilleure connectivité et une meilleure efficacité sur tous les plans, énergétiques, etc. Les premières modifications qui ont eu lieu dans l'industrie, vous les avez peut-être vues passer, on est passé des moteurs qui tournaient directement raccordés, des moteurs électriques je veux dire, directement raccordés au secteur, à des moteurs qui désormais sont de manière obligatoire reliés au travers d'un variateur de fréquence. Ce variateur de fréquence va nous permettre de gagner 30 à 40% de consommation énergétique sur tous les processus industriels. Pour faire ces variateurs de fréquence, on va utiliser des semi-conducteurs de puissance. Donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de ce que la technologie dans les prochaines années va pouvoir nous apporter. On avait les MOSFET basés sur le silicium, on va avoir les SiC-FET basés sur le carbure de silicium. Ça va nous ouvrir beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de compacité. L'exemple de Tesla, en passant des IGBT et des MOSFET au SiC-FET, gagnait au niveau d'un de ses véhicules environ 50 km d'autonomie. Donc vous voyez un petit peu l'impact sur la performance du produit qui est introduite par les semi-conducteurs de puissance de nouvelle génération. Donc là, l'avantage de ces semi-conducteurs de puissance nouvelle génération, c'est qu'ils sont majoritairement en France fabriqués à Tours, dans l'usine de STMicroelectronics qu'on salue en fait pour cet engagement envers la souveraineté dans l'électronique de puissance. Donc, sur l'électrification de l'industrie, vous voyez un petit peu tout ce qui va nécessiter un découpage va pouvoir arriver à être adressé par du SiC-FET ou du GaN-FET. On va voir un petit peu tout à l'heure jusqu'où on va pouvoir aller dans l'électrification et dans le remplacement. La connectivité, là aussi, c'est extrêmement intéressant. Ethernet, qui était présent il y a quelques années dans les entreprises, dans les bureaux, dans les data centers, commence à mettre les pieds dans l'industrie jusqu'au bout de la ligne de fabrication. Les capteurs qui étaient sur des technologies beaucoup plus anciennes, beaucoup plus dédiées, vont passer à une connectivité Ethernet et vous aurez une connectivité totale, une dominance totale de l'Ethernet sous toutes ses formes pour la connectivité, y compris dans l'industrie. Donc ça implique d'avoir une connectivité robuste qui permettra d'aller sur tous les process. On parle souvent de l'hydrogène, on oublie de préciser que l'hydrogène, c'est une bombe à retardement. Dans 1 kg de TNT, vous avez 2,14 kWh. Dans 1 kg d'hydrogène, vous avez 35 kWh. Donc potentiellement, vous avez une concentration d'énergie qui est quasiment 8 fois supérieure dans de l'hydrogène que dans le poids équivalent d'explosifs. Donc on est là aussi, on a besoin d'une connectivité qui va aller chercher des environnements qu'on appelle ATEX, qui sont le cœur du réacteur un petit peu dans l'industrie européenne. Donc pour avoir l'unification de la connectivité, Ethernet arrive avec de sévères atouts. Donc le single pair Ethernet, qui est vraiment la possibilité d'utiliser juste 2 fils pour connecter en Ethernet un produit. L'autre avantage du single pair Ethernet, c'est qu'il arrive avec une de ses options, le PODL, Power over Data Line, qui va vous permettre d'alimenter et de faire communiquer de manière bidirectionnelle un équipement avec juste 2 fils. Donc là où avant on hésitait à aller sur l'Ethernet parce que c'était compliqué, parce que ça ne véhiculait pas l'alimentation, on est vraiment sur une révolution et l'Ethernet s'est préparé à arriver en masse dans l'industrie. Alors là il y a un jeu de mots. Pour ceux qui ne l'ont pas, le GaN et le SiC sont des interrupteurs qui, si on les compare aux interrupteurs à semi-conducteurs d'il y a quelques années, sont quasiment parfaits. Ils sont basés sur des technologies de grand gap,
Donc c'est une propriété de microélectronique. Et en fait, il y a un grand gap technologique aussi avec l'arrivée de ces nouvelles technologies de semi-conducteurs. Et elles arrivent au bon moment, puisqu'elles arrivent pile au moment où on a besoin d'électrifier énormément d'usages, comme je vous l'ai expliqué dans la première partie, pour faire subsister l'industrie, pour gagner en compétitivité, pour gagner en productivité, pour gagner en efficacité, et ainsi pouvoir dégager plus de chiffre d'affaires, plus de marge de la même quantité d'énergie et de matières premières. Alors le futur de l'électronique, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Le futur de l'électronique, on imagine que l'électronique va devenir omniprésente, surtout qu'elle va devenir gigantesque. L'électronique, pour moi, va devenir de plus en plus petite. Je vous ai extrait 2 photos qui proviennent d'une publication scientifique d'une université allemande qui travaille justement à la montée en fréquence d'un certain nombre d'infrastructures de distribution d'énergie. Donc toutes les entreprises qui sont exposantes ici ont des consommations énergétiques monstrueuses pour réussir à produire les différents éléments qu'elles nous exposent. Et pour passer du réseau de transport et de distribution à l'utilisation, on va avoir besoin d'utiliser un transformateur. Le transformateur va passer d'une partie haute ou moyenne tension à une partie basse tension, utilisable par des processus industriels et par les semi-conducteurs qu'on a vus auparavant. Donc il y a encore quelques années, et depuis quelques dizaines d'années, même un petit peu plus d'une centaine d'années, on avait des transformateurs qui fonctionnaient sans électronique de puissance, sans semi-conducteur. Donc vous avez un transformateur 4,5 MW, 50 Hz, 11 tonnes 5. Voilà ce que les semi-conducteurs peuvent nous apporter. 5 MW, légèrement plus puissant, 1000 Hz, 675 kg. On est quand même dans un moment où on se pose la question de la disponibilité du cuivre. Le cuivre, actuellement, on en a besoin pour les batteries de véhicules électriques, on en a besoin pour l'électronique, on en a besoin pour un tas d'applications, et il y a une concurrence pour l'accès à cette ressource minérale critique. Vous imaginez si du jour au lendemain, on est capable de recycler nos vieux transformateurs qui sont pleins de cuivre au niveau des bobinages qui sont ici, et qui sont pleins d'acier au niveau de ces bobinages-là. Vous récupérez, allez, probablement 1 tonne 5 de cuivre et 10 tonnes d'acier. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Vous pouvez en faire probablement une vingtaine de transformateurs comme celui-là. L'efficacité restant à peu près constante, l'usage métallique étant de moins en moins important par unité, vous imaginez bien que demain, vous aurez peut-être intérêt à recycler vos anciennes gammes de produits pour en faire des nouveaux produits qui fournissent le même service avec une utilisation bien moindre de matières premières. Donc là aussi, n'oubliez pas, la seule possibilité pour faire ça, c'est de monter en fréquence. On passe de 50 Hz à 1000 Hz. 1000 Hz, ça paraît relativement peu, pour de l'électronique de puissance, c'est déjà énorme. Ici, les développements technologiques récents nous parlent de choses qui montent plus aux alentours de la fréquence du mégahertz. Donc là encore, une multiplication par 1000. Alors ça a des impacts. Les semi-conducteurs sont prêts. La toile qui va permettre de retranscrire le semi-conducteur, le substrat, nitrure de gallium, carbure de silicium, est déjà prêt. Il n'y a plus que maintenant de recopier les designs d'interrupteurs, de recopier les designs de variateurs sur ces puces-là. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va heurter une autre limitation. Alors, j'espère que la vidéo va fonctionner. Donc ça, c'est une simulation par élément fini qui va vous donner la répartition du courant au fur et à mesure qu'on va monter en fréquence. Donc ce que vous avez ici, c'est la plus simple expression de l'inductance. Donc l'inductance, elle est présente partout dès lors que vous avez besoin de stocker de l'énergie magnétique. Elle est présente pour la conversion d'énergie. L'inductance, c'est aussi ce qui sert pour les moteurs électriques. C'est aussi ce qui est couplé entre plusieurs inductances pour les transformateurs. Donc c'est vraiment la brique de base de la conversion énergétique, cette inductance. Donc je vais vous montrer ce qui se passe quand on passe des fréquences usuelles de l'électronique des années 80, 90, 2000, 2010 aux fréquences plus élevées qui sont désormais rendues possibles par le nitrure de gallium et par le carbure de silicium. Jusque-là, tout va bien. Et regardez un petit peu ce qui se passe dès qu'on passe
la barre des 500 kHz. Dès qu'on passe la barre des 500 kHz, et a fortiori quand on va s'approcher des fréquences les plus élevées, ce que l'on va observer, c'est une répartition non optimale, non homogène du courant. Si vous vous rappelez vos cours, les pertes, c'est la résistance multipliée par le courant au carré. Donc vous imaginez bien ici que dès lors que vous rentrez dans ce type de fonctionnement-là, ce type de répartition du courant dans un transformateur, dans un moteur de véhicule électrique, bah vous allez au-devant des déchauffements localisés qui sont critiques pour vos systèmes et surtout d'une perte de rendement énergétique. Donc là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va avoir besoin de changer énormément de choses dans la manière dont on conçoit les circuits électroniques et les composants magnétiques passifs qui vont autour de ces différents convertisseurs. Donc ça s'appliquera aussi bien aux transformateurs, aux moteurs de véhicules électriques, aux chargeurs de smartphones, à tous les équipements qui convertissent une tension en une autre dans votre environnement. Donc ça veut dire, dans votre environnement quotidien, probablement plus d'une cinquantaine d'objets. Donc là, vous avez un arrêt sur image à différentes fréquences, et vous voyez un petit peu l'impact que peut avoir la montée en fréquence. Donc le futur des composants électroniques, ce sera des composants plus petits, et optimisé en fréquence. Côté semi-conducteur, là vous avez une diapositive qui vient de ST Microelectronics qui vous montre un petit peu ici les fréquences de fonctionnement et ici les puissances qui vont être adressées par les différentes technologies. Les deux nouvelles technologies sont le SiC MOSFET et le Gallium Nitride Transistor. Ces deux technologies nous ouvrent des fréquences qui sont 1 à 2 ordres de grandeur au-delà de ce qui était faisable avant. Et le SiC nous ouvre des puissances qui sont là encore au-delà. Alors ce graphique date un petit peu puisque son auteur m'a dit que désormais le SiC allait même aller chercher beaucoup plus haut et que le GaN, au travers d'un agencement spécifique, on va le voir un petit peu plus loin, va pouvoir aussi adresser des gammes de tension beaucoup plus élevées. Donc, on en arrive à une technologie. Alors, ça tombe bien pour nous, parce qu'on est premier fabricant européen de circuits imprimés chez Würth Electronic. C'est le transformateur planaire. Le transformateur planaire, il est rendu possible et surtout désirable par la montée en fréquence qui nous a été rendue possible avec le nitrure de gallium et le carbure de silicium. Le fait d'avoir ce type de PCB utilisé dans un composant de puissance va nous permettre d'avoir de la reproductibilité. Donc pour l'industrie, c'est moins de pièces mauvaises, c'est un plus faible taux de ppm, c'est une meilleure reproductibilité, une plus forte automatisation au niveau du process de fabrication. Donc là, le futur des composants électroniques, ce sera aussi optimisé pour les hautes tensions. Alors bien évidemment pas partout, hein. Si vous travaillez par exemple au niveau d'une puce pour l'intelligence artificielle, vous allez bénéficier du nitrure de gallium, mais vous allez faire une conversion généralement de 48 volts, qui est la tension utilisée désormais dans les data centers, à 0,8, 1 volt. Donc là, vous allez plutôt utiliser des basses tensions. Mais pour tout le reste, et pour l'industrie en particulier, on va plutôt avoir tendance à utiliser des tensions de plus en plus élevées. Là où avant, votre industrie utilisait un transformateur qui passait la tension de 20 kV à 400 volts, vous allez vous retrouver dans quelques années probablement avec des process qui, pour des questions d'efficacité, exploiteront des machines-outils qui, pour des questions d'efficacité, exploiteront directement du 20 kV au milieu de votre usine. Ça va bien se passer. Donc les facteurs différenciants entre le nitrure de gallium et le carbure de silicium sont principalement les tensions et également, chose intéressante pour l'industrie, la tenue en température. Donc la tenue en température pour le carbure de silicium, elle est excellente. Elle est moins bonne pour le nitrure de gallium. Et vous voyez ici, on a 1 à 2 ordres de grandeur entre les fréquences usuelles d'exploitation du carbure de silicium et du nitrure de gallium. Donc là aussi, ce ne sont pas forcément deux technologies qui sont très substituables. Vous voyez aussi, le nitrure de gallium monte désormais jusqu'à 650 volts. Progressivement, on a franchi des paliers. Alors il y a des recherches en cours qui nous parlent de nitrure de gallium à 900 volts, 1200 volts, 1400 volts, mais on est encore sur des produits qui industriellement ne sont pas prêts.
là où on entend régulièrement désormais parler dans les articles de recherche de carbure de silicium jusqu'à 3,3 kV. Alors, vous avez vu par exemple le développement des énergies renouvelables. Et là actuellement, pour passer une même quantité d'énergie dans une section de cuivre équivalente, pour passer une quantité d'énergie supérieure dans une section de cuivre équivalente, la solution elle va consister à monter en tension. Donc pour monter en tension, on a une possibilité qui va être l'onduleur multiniveau. Donc l'onduleur multiniveau, ça paraît relativement anodin. Vous dites que c'est quelque chose pour la recherche, euh, que c'est quelque chose d'un peu compliqué pour des rats de laboratoire. Alors pas du tout. L'onduleur multiniveau, c'est ce qui va pouvoir remplacer les transformateurs à haute tension. C'est ce qui va permettre d'utiliser de l'électronique de puissance là où elle était totalement absente avant pour des questions de tension. Donc vous pouvez imaginer maintenant qu'un parc photovoltaïque, plutôt que d'utiliser une conversion de la tension de sortie des panneaux mise en série, environ 1000 volts, vers une tension triphasée plus faible, 400 volts, puis du 400 volts vers du 20 000 volts, qui est utilisé dans le réseau de transport et de distribution, on va avoir directement de l'électronique de puissance qui va se passer du transformateur qui auparavant passait de 400 volts à 20 000 volts. Et vous allez avoir de l'électronique de puissance qui va faire une conversion directe entre le 1000, 1500, 2000 volts des panneaux, puisqu'on va continuer de monter en tension, et la tension du réseau électrique, moyenne tension, 20 000 volts. Donc là aussi, si vous travaillez chez un fabricant de transformateurs, typiquement, c'est ce qu'on peut appeler Armageddon, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est une rupture technologique extrême du point de vue de l'efficacité, du point de vue de la simplicité. Et pour un certain nombre d'acteurs sur le terrain, ça va être une rupture technologique majeure. Donc l'onduleur multiniveau, il va aussi voir de plus en plus le marché automobile. L'onduleur multiniveau, plus vous allez vous rapprocher d'un pilotage en forme de sinusoïde, ce que permet l'onduleur multiniveau, en ayant des niveaux intermédiaires, plus vous allez avoir une grande efficacité énergétique. Donc là aussi, vous aurez dans quelques années, vous avez déjà sur certains modèles haut de gamme, des onduleurs multiniveaux qui permettent de gagner quelques pourcents d'autonomie supplémentaire, quelques pourcents de couple supplémentaire. Et aussi, il y a une chose qui est intéressante au niveau des onduleurs multiniveaux, c'est que ça va réduire les vibrations au niveau des machines tournantes et que ça va permettre de travailler sur la durée de vie. Et du coup, la durée de vie, pour moi, étant un élément extrêmement important d'un outil industriel, ces onduleurs multiniveaux, pour moi, ont toute leur place dans l'industrie à l'échéance 2030, voire même avant, pour toutes les personnes qui sont électro-intensives. Alors le GAN et le SiC ne sont pas un aboutissement. On a des développements sur des nouvelles technologies. Donc là, vous avez en noir en haut de l'écran le silicium. Et là, vous avez les deux nouvelles technologies dont je vous parlais aujourd'hui. Il faut savoir qu'on commence de manière accélérée à avoir des semi-conducteurs à base de diamants qui arrivent et qui vont encore pousser un petit peu plus loin l'efficacité énergétique dans l'industrie. Donc on est vraiment sur des interrupteurs qui vont devenir de plus en plus parfaits et qui vont nous permettre d'électrifier massivement notre industrie et de saisir un petit peu le challenge de la relocalisation et de l'efficacité énergétique. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop technique pour l'auditoire. Vous m'en excuserez et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de plus d'informations. Merci Monsieur Lebras. Technique peut-être, mais enfin, les conférences sont là aussi pour être assez techniques et être substantielles comme votre présentation. Donc merci beaucoup pour cet éclairage présent et à venir, voilà, de notre énergie. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être. Non. Finalement, vous avez été très clair. Voilà. Merci beaucoup. Je n'ai pas vérifié le timing, mais je pense qu'on est à peu près dans les temps. C'est bon. De toute façon, vous êtes du coup le dernier intervenant parce que l'autre conférence a été malheureusement annulée. Voilà, personne ne pouvant finalement se déplacer. Voilà. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas osé poser leurs questions devant tout le monde, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de répondre. Ça marche.